Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes en direct sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte de Silgui qui va nous proposer de décrypter le sens de nos blessures pour nous mettre en route vers notre mission de vie. Charlotte, bonsoir. Bonsoir, Joanne. Je vais te proposer de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel chemin t'a amené jusqu'ici. Et ensuite, on pourra commencer la conférence. À toi. Avec plaisir. Déjà, un grand merci de votre invitation. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de partager mes découvertes. Je crois que j'ai mis très très longtemps à cette quête qui a commencé, je crois, quand j'étais toute petite. Pour dire qui je suis, je crois que je suis quelqu'un qui suis en quête de sens, du sens de la vie. Et aujourd'hui, grâce à un événement que je décrirai brièvement tout à l'heure, mais ce qui m'anime et ce qui me plaît et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'accompagner ceux qui en ont besoin à identifier le sens de leur vie, ce pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont nés sur cette terre, quel est leur domaine d'excellence, de puissance. Et j'ai eu la chance, donc, à travers ma vie, à travers mes propres épreuves, à me mettre en chemin vers ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui. J'ai mis du temps, c'était une chrysalide un peu longue, puisque j'ai commencé il n'y a pas si longtemps en fait. J'avais 45 ans, on va dire, j'en ai 52 aujourd'hui. Donc un petit clin d'œil pour ceux qui trouvent que la chrysalide est longue. J'aime bien dire que alors c'est pas plus la chrysalide est longue, plus le papillon est beau. Mais il y a plein de sortes différentes de papillons qui ont des chrysalides pendant quelques semaines et des couleurs d'ailes différentes. Donc, il n'y a pas de règle, on est tous singuliers et c'est ça qui compte. Voilà, donc comme j'évoquais tout à l'heure, ce qui m'anime dans la vie, c'est la quête de sens. Et ça a commencé très petite parce que je voyais pas en fait le sens de la vie au point que j'avais même envie de mourir parce que je comprenais pas à quoi ça servait de vivre. Et surtout qu'il y avait comme dans toutes les familles, il y a des choses un peu douloureuses dans notre environnement immédiat, dans notre famille, autour de notre famille, et puis on voit ce qui se passe dans le monde, et on se dit mais ça rime à quoi tout ça comment ça se fait? Et en plus, on nous parle d'un Dieu qui est amour, quelle que soit la religion, et puis ce Dieu, si tant est qu'il existe, on ne sait pas, on sait ce qu'on nous a raconté en tout cas sous une certaine forme, il nous envoie des choses un peu bizarres, qui font mal, qui font peur, qui sont parfois très désagréables. Et donc, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et puis, un jour, je me suis dit, il y a un truc qui doit être logique. Si on vit, c'est qu'il y a une raison. Et si il semble pas y en avoir à cause des épreuves, c'est sans doute que la clé réside dans le sens même des épreuves. Alors, je raconte ça maintenant en tant qu'adulte. C'est évident que quand j'étais petite, je me posais pas les questions sous cette forme-là. Et la vie m'a mise en chemin, donc, de cette quête. Alors, c'est en chemin géographique. J'ai été jusqu'au bout du monde, puisque j'ai été beaucoup en voyage, et notamment en Chine, à Taïwan, à Pékin, où j'ai vécu et ailleurs en Asie. Donc, je fais beaucoup de voyages, beaucoup de stages, beaucoup de formations, des livres, énormément, et puis des voyages intérieurs aussi. Par une spéléologie dans mes profondeurs pour comprendre d'où me venaient mes mal-être. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, certainement, j'ai eu la chance de comprendre le pourquoi de mon mal-être, mais j'étais toujours pas satisfaite parce que, en fait, je voulais comprendre le pourquoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On a chacun des trucs douloureux, ok. Est-ce que c'est un mauvais karma et qu'on subit? Ou est-ce que ça a une utilité dans notre vie? Et c'est ça que j'ai découvert et que je vais partager avec vous ce soir, parce que quand on croise toutes les sagesses anciennes, quand on mixe avec la physique quantique, alors quand je dis sagesse ancienne, c'est essentiellement le taoïsme, il y a un peu de kabbale, un peu de mythe grec, un peu de sagesse dogon, un peu de sagesse amérindienne, les mythes grecs, je crois que je l'ai dit, et j'en passe. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que c'est corroboré par la physique quantique, enfin une certaine interprétation un peu spiritualiste de la physique quantique. Donc il y a un côté très philosophique et spirituel, et il y a un côté très pragmatique et cartésien. Voilà. Donc je pense que avant que je déroule un petit peu cette fameuse clé de décryptage que j'ai puisée dans les sagesses anciennes,
J'ai juste envie de vous poser une question à chacun. Est-ce que vous avez déjà perçu que une épreuve, quelle qu'elle soit, avait été un peu comme une bifurcation dans votre vie ou dans la vie de ceux que vous avez observés autour de vous et qui avait généré quelque chose d'intéressant, voire super important. Donc j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus parce que souvent les réponses sont assez étonnantes. Mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas on peut observer qu'après un accident, une maladie, un burn-out, un divorce, des deuils même parfois, des choses douloureuses très graves ou des choses pas si graves mais qui sont quand même embêtantes, ben, il y a comme des prises de conscience qui se font ou des chemins qui s'ouvrent. Alors ça m'intéresserait de savoir si les personnes présentes ont déjà expérimenté ce genre de choses. Donc je vous laisse y répondre. On regardera ça peut-être. Tu as déjà des premières réponses. Tu as Isabelle qui nous dit oui, tout à fait, avec un énorme point d'exclamation. Nadine, absolument. Je crois qu'effectivement, ta question parle à beaucoup de personnes. Un deuil et un changement de voix complètement radical derrière. Oui, effectivement, il y a des. On le voit chez certaines femmes, notamment après des cancers du sein. Parce que forcément, on se pose des questions, on prend du recul. Donc c'est un fait que pour beaucoup de monde, pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes justement que ça écrase un peu et que ça met au fond, que ça enfonce un petit peu plus. Mais on peut dire que c'est possible et de toute façon, on peut voir nos épreuves comme quelque chose de cyclique, comme dans la nature, hein, où il y a un automne, un hiver et puis une renaissance derrière. Et si on prend le temps d'observer les choses douloureuses comme étant une phase de transformation qui va permettre d'autres choses, déjà, c'est déjà immense. Ce que j'ai découvert, moi, c'est que ça va encore un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on peut décrypter d'une façon quasiment mathématique le sens de ce qui nous éprouve. Parce que ça a quelque chose à nous dire, et je vais dérouler ça, sur ce que nous sommes venus accomplir sur cette terre. Nos épreuves, elles ont vraiment du sens, et on peut les voir au sens photographique du terme. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pour les personnes qui ont connu les appareils photo argentiques, hein, où on développait encore les photos. C'était avant les années 95, je pense, où on avait des négatifs. Et puis le négatif, si vous vous souvenez comment c'est, par rapport à l'image finale, eh ben, c'est l'exact opposé dans le noir et le blanc. Et là, on retrouve un peu une analogie taoïste, c'est que pour comprendre et savourer le blanc, eh bien, on a besoin du noir. Si tout est blanc, ben, on peut rien distinguer. Hein, si vous écrivez en blanc sur une page blanche, ben, vous comprendrez rien. Vous avez besoin de ce contraste du noir pour savourer le blanc. Et donc, l'idée, c'est de considérer que nos épreuves, elles sont quelque part elles ont une énergie inverse à ce que nous devons faire dans notre vie pour être dans notre domaine d'excellence et de plaisir qui va dessiner donc les contours de notre destinée. Et on pourrait croire que pour trouver ce qui nous convient, là où on est doué, on regarde la lumière et on a besoin de la lumière parce que c'est un phare, c'est un cap. Et j'aime bien pour temporiser ça, cette citation de Carl Gustav Jung, qui dit « Ce n'est pas en contemplant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est aussi en traversant nos ombres, sauf que c'est un peu plus impopulaire et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de le faire. » Hein, donc il ne s'agit pas de faire que regarder dans l'ombre, hein. Il y a un mix des deux et on le verra tout à l'heure, c'est un mariage alchimique des deux. Et il y a beaucoup de mythes anciens ou de contes pour enfants qui parlent de la grotte, hein, ou de la traversée du tunnel. Bon, on le voit dans Harry Potter, on le voit, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, parce que c'est très intéressant dans la mythologie artistique, même contemporaine, on retrouve cette confrontation entre l'ombre et la lumière, entre le blanc et le noir, à commencer par, bien sûr, Dark Vador et Star Wars. Et donc, si on regarde les choses d'un point de vue chronologique et logique, quand il y a quelque chose qui nous fait mal, ben, on a une réaction à ça, qu'elle soit psychologique ou physiologique, et en général, cette réaction, elle est inverse à ce qui nous a provoqué de la douleur. Par exemple, j'ai hyper froid, ben, je me mets en quête de chaleur, hein, c'est hyper logique. Donc, je vais développer une quête
qui est inverse à ce qui a provoqué de la douleur. Et en allant vers cette quête-là, même si elle n'est pas consciente, je vais développer des talents et des aptitudes pour moi et pour la société. Donc, bon, c'est un exemple métaphorique, j'y reviendrai régulièrement parce qu'il est très parlant. Et donc, nos épreuves, et en général, ça va commencer dans le moule d'enfant, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi et en quoi ça ressurgit régulièrement. Donc, nos blessures, nos épreuves dans l'enfance, on n'est pas obligé d'appeler ça épreuve, on peut appeler ça tracas, petit bobo, on n'a pas tous la chance de vivre la chance des drames très durs qui vont nous permettre une résilience. Je parlerai un peu du mien tout à l'heure. Et donc, ça va nous faire nous développer des quêtes et des aptitudes que je vais appeler moteur de l'étymologie et émotion, mais surtout mouvoir, de se mettre en route, de bouger, d'évoluer. Et puis, des talents qui sont parfois latents et je vais vous expliquer ça comment. Les difficultés qui nous arrivent aujourd'hui sont là justement pour qu'on n'oublie pas ce qu'on est venu faire sur la planète. Donc, on a ces quêtes et ces talents qui vont agir dans notre personnalité, dans notre vie sociale, pour faire ce qu'on est, pour ce pourquoi on est doué, et ce pourquoi on prend du plaisir. À la place du froid et du chaud, vous mettez bien évidemment ce que vous voulez. Si par exemple vous êtes victime d'enfermement dans votre enfance, que ce soit psychique ou physique, instinctivement, même si on n'en a pas conscience, ça va générer des besoins en lien avec l'inverse littéral exact, c'est-à-dire le désenfermement, d'où après des notions de liberté, mais il n'y a pas que la liberté, il y a l'ouverture de portes, enfin, au sens propre ou au sens symbolique, et donc des talents pour se faire. Alors ça, c'est la vision logique et chronologique. Et bien sûr, on n'a pas qu'un drame ou qu'un bobo. Après, on mixe tout ça, et c'est l'ensemble de nos talents transmutés dans leur versant opposé qui vont contribuer à faire qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes doués. Donc ça, c'est une vision chronologique, et j'aime bien prendre une vision qui est un petit peu plus spirituelle, que je vais appeler anti-chronologique, c'est-à-dire on commence au début ou même à la fin. C'est-à-dire, alors je vais synthétiser ça par cette citation que j'adore, que vous connaissez sans doute, de Pierre Teilhard du Chardin, qui synthétise beaucoup de ce qu'on trouve dans les sagesses anciennes. C'est « Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une aventure humaine. » Alors, ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça veut dire peut-être qu'avant, il y a la lumière, ce qu'on appelle l'informé dans le taoïste, le chaos ou la lumière. Et quand on est à ce stade-là, on a peut-être un désir de s'incarner sur la planète Terre, en particulier la nôtre, pour expérimenter quelque chose. C'est l'idée de la lumière s'expérimente elle-même par l'incarnation sur Terre, par la dualité. La dualité yin-yang, par exemple, mais qu'on peut appeler comme on veut. Alors, par exemple, si je décide, en tant qu'âme, de m'incarner sur la planète Terre, dans un corps humain, dans la matière, pour expérimenter la liberté, ça veut dire qu'il faut que je la veuille pour y goûter, pour l'acquérir, pour se mettre en chemin vers elle. Pour la vouloir éperdument, cette liberté que j'ai décidé d'expérimenter, ça sous-entend que j'en ai été privée, parce qu'on ne désire pas éperdument ce qu'on a déjà. Et donc, ça nécessite que dès le début de ma vie, je sois victime, je passe par un prisme qui va me faire vouloir éperdument la liberté, sous-entendu que je sois un peu enfermée, quelle que soit la forme que ça prend, même si c'est pas, on n'est pas obligé d'être victime de dictateurs, ça peut être beaucoup plus sournois l'enfermement, et on n'a même pas toujours conscience. Et donc, je m'incarne au début de ma vie avec des difficultés, des maladresses bien souvent, des parents qui font que j'ai des bobos, des blessures dont j'ai pas forcément conscience, mais qui restent tout au long de la vie, pour justement m'inviter régulièrement à me mettre en quête de l'inverse de l'enfermement et de la liberté. Alors, ça prend plein de formes, si je reprends cette blessure-là d'enfermement, parce que on peut être
un psychologue, on peut être un Nelson Mandela, on peut être un général de Gaulle. Enfin, il y a quantité de manières d'utiliser l'énergie libération, ouverture de portes, etc. Et qu'est-ce qui va se passer si je suis pas déjà dans ma destinée? Moi, je vais avoir des alliés, vraiment des gens très sympas, hein, qui vont me le rappeler. Sauf que souvent, ils prennent pas de gants, ou alors ils y vont crescendo si on n'a pas entendu les petits messages initiaux. Et donc, ça prend souvent la forme de coups de pied aux fesses, qui sont pas pour notre mal, qui sont pour notre bien, puisque c'est pour nous emmener dans notre voie, là où on sera encore une fois dans notre harmonie personnelle et où on exprimera toute notre valeur. Et donc, vous l'aurez compris, ces alliés, ce sont des petits trublions, que je peux appeler des grands méchants loups, qui vont nous renvoyer en miroir notre blessure initiale pour qu'on puisse prendre conscience qu'on les a à l'ombre de nous-mêmes, dans la perspective de les transmuter dans leur opposé. Donc, on peut les voir comme l'inverse de cadeaux empoisonnés. Hein. Il y a des cadeaux empoisonnés, et puis il y a aussi des choses désagréables qui, pour autant, sont des cadeaux. Encore faut-il les décrypter comme il se doit, hein, en voyant l'autre comme le reflet de quelque chose d'important que je porte en moi. C'est un peu la tradition Ho'oponopono, si vous connaissez, hein, cette tradition de Hawaï, qui considère que le monde est le reflet de soi. Et je décrirai un petit peu tout ça tout à l'heure avec la physique quantique. Et donc, si le monde est le reflet de soi, s'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un dysfonctionnement ou d'une disharmonie à l'extérieur de moi et qui me fait bobo ou qui me chagrine, c'est que ça vient en résonance avec une blessure analogue qui est à l'intérieur de moi pour mieux que je la regarde. Hein, si ça fait du bien, on va pas prendre forcément le temps de regarder. Et si ça fait mal, normalement, on est invité, surtout si ça arrive régulièrement, à se dire, bah non, c'est pas la faute à pas de chance. Finalement, là, ça m'arrive régulièrement, donc peut-être que j'induis quelque chose. Mais il s'agit pas de culpabiliser et de porter de jugement négatif là-dessus. C'est juste d'y voir, tiens, où est la pépite à l'intérieur de moi, c'est-à-dire la blessure qui correspond à un de mes désirs d'incarnation ou à un des ingrédients de mon désir d'incarnation. D'ailleurs, pour revenir à ces alliés, Lucifer, hein, on en a fait un diable épouvantable, alors que dans l'étymologie latine, lux, ferré, c'est le porteur de lumière. Donc le diable, c'est quelqu'un qui est là pour me conduire vers la lumière ou vers ma lumière. Et si on continue dans les étymologies, Satan, en hébreu, c'est celui qui met à l'épreuve. Donc on peut aussi voir nos épreuves au sens sportif du terme, qui nous invite à nous dépasser pour accoucher de nous-mêmes, pour nous donner naissance, pour qu'on donne vie et donne naissance à nos talents, notre puissance et notre lumière intérieure. J'aime bien aussi rappeler cette phrase qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, ou le Nouveau, je sais plus, qui est « tu enfanteras dans la douleur ». C'est terrible quand on y pense. Tu enfanteras dans la douleur, donc c'est comme un dieu vengeur qui punit Ève. Enfin, c'est comme ça qu'on a bien voulu nous le faire croire, à cause d'une faute peut-être, alors qu'en fait, comme dans beaucoup de sagesse et de mythes, il y a beaucoup de choses qui sont allégoriques et qu'on peut lire les sous-titres derrière. Et les sous-titres, c'est quoi? Bien souvent, on peut le voir à l'inverse. Moi, j'ai un toc avec l'inverse. Vous verrez comment tout à l'heure. Donc, c'est dans la douleur, tu enfanteras. C'est dans la souffrance que tu puiseras l'énergie pour accoucher de toi-même en transmutant ta blessure en allant vers son opposé. Donc tout à l'heure, j'ai pris le froid, le chaud, j'ai pris aussi l'enfermement et la liberté. C'est évident que vous pouvez faire ça avec toutes les blessures que vous connaissez de vous-même, qu'on parle d'injustice, de solitude, de manque de communication. Évidemment, j'en parle, j'en ai répertorié une bonne quarantaine des archétypes. Certains d'entre vous connaissent peut-être les blessures fondamentales de Lise Bourbeau. Moi, je les ai un petit peu étayées pour affiner un petit peu tout ça. Mais parmi les blessures, il y en a une qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle concerne
presque tout le monde. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais ça fera l'objet d'un atelier parce qu'il y a vraiment un gros enjeu sur ce sujet. C'est le féminin bafoué. C'est une blessure en tant que telle. Il y a plein de manières d'avoir le féminin bafoué, violenté, minimisé, tout ce qu'on veut. C'est souvent, ça date de l'enfance et il y a plein de raisons possibles pour lesquelles on a ça. Et si on est très nombreux à avoir ce féminin un peu mis de côté, ou pas aussi équitable, on va dire, que le masculin, eh ben, on le voit en reflet sur notre planète. Je vais expliquer ça dans un instant avec la physique quantique. Si le monde extérieur est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, et si on voit des disharmonies entre les hommes et les femmes, pour parler pudiquement, pour pas dire pire, ben c'est qu'il y a une disharmonie de l'ordre du masculin-féminin à l'intérieur de soi. Donc, on peut s'en affliger, punir les fautifs, c'est une étape, pourquoi pas, mais ça suffira pas si on voit pas ce que ça a à nous dire individuellement sur le niveau d'équilibre entre notre féminin et notre masculin. Alors, le féminin dans le taoïsme, c'est pas que le homme-femme, c'est des dimensions sensible, c'est ce qui est caché, donc c'est l'inconscient, c'est l'énergie, c'est le corps, c'est la mer, on peut le voir aussi comme la matière, mais dans le sens matrice, dans le sens la terre, et le féminin terre Gaïa, il est éminemment bafoué, de la même manière qu'il y a du réchauffement climatique, de la même manière qu'il y a des violences faites aux femmes, de la même manière que le monde est extrêmement matérialiste. Donc tout ça, si ça nous afflige, c'est des invitations à faire émerger ces dimensions féminines qui sont à l'intérieur de nous, chacun a sa matière en fonction de à quoi est associée la blessure à l'origine. Et donc, c'est une opportunité de grandir en conscience grâce à l'adversité, qui est comme un miroir. Pourquoi c'est un miroir, l'adversité? Et là, je prends ma casquette de scientifique. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas une experte de la physique quantique. J'ai la chance d'avoir eu un handicap quand j'étais petite, c'est que j'étais à la fois extrêmement cartésienne et rationnelle et en même temps complètement perchée dans mes rêves et dans les limbes. Et j'ai eu beaucoup de mal à réconcilier les deux. Et j'ai toujours trouvé que c'était un handicap parce que je savais jamais dans quel monde j'étais à l'aise. Et puis un jour, je me suis dit, mais non, mais finalement, c'est un atout parce que l'idée, c'est justement de mélanger la science, la matière, la chose un peu cartésienne pure et dure, avec des choses qui sont du domaine un petit peu plus spirituel ou émotionnel ou sensible, et ça contribue justement à l'alchimie du yin et du yang. Donc, la physique quantique, elle dit quoi? On peut avoir accès grâce à des gens merveilleusement intelligents qui ont des têtes très bien faites et on va dire, l'art aussi de transmettre. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très érudit et très intelligent pour comprendre. Et donc, la physique quantique, c'est quoi? C'est la science de l'infiniment petit. On se situe à un niveau subatomique. Et cette science, qui a déjà maintenant un peu plus d'un siècle, elle dit des choses phénoménales qui seraient assez intéressantes que tout ça arrive au grand public parce que ça permet de transformer notre vision de la vie et du réel. Donc, déjà, on se situe à un niveau subatomique. Et la première chose qui est remarquable, c'est que on voit que dans l'infiniment petit, la matière, toute matière, qu'on parle d'un arbre, d'un caillou, d'une table ou de vous-même, on est composé à 99,999% de vide. De vide. Quand on y pense déjà, là, ça donne un petit peu le vertige. Certains ont même dit, je ne sais pas si c'est vrai, que si on rassemblait l'ensemble des particules de matière de l'univers, ça tiendrait dans un dé à coudre. Donc déjà, là, c'est un peu vertigineux. Et quand on se penche sur ce vide, en fait, ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie. Puis amusez-vous à regarder les images de l'infiniment grand et les images de l'infiniment petit, c'est la même chose. Il y a autant de vide entre les planètes, de vide apparent entre les planètes et les étoiles, qu'il y en a à l'intérieur de nos atomes et de nos molécules. Et cette énergie, elle s'identifie par des fréquences. En fait, cette énergie, elle véhicule de l'information qui s'identifie par des fréquences. Et l'humain, par ses émotions, par ses pensées, les humains ont une influence sur la matière.
Alors déjà, là, on se dit, et par rapport à la santé, on commence à se dire, si j'ai des émotions d'un certain type, je vais influencer ma matière d'une certaine façon. Et si j'ai des pensées d'un autre type, ben, je vais peut-être influencer d'une autre manière. Hein. Par exemple, si on fait comme Carl Gustav Jung, et qui voit la maladie comme un processus de guérison, on va émettre une certaine énergie qui sera pas la même que si on la voit comme une calamité et quelque chose d'absolument épouvantable. Hein, parce que la maladie, elle a aussi des choses à nous dire, et c'est d'ailleurs dit dans son nom, hein, le mal qui dit, et je pense que certains de vous connaissent déjà ce jeu de mots de la langue des oiseaux des alchimistes. Et c'est pas fini. Donc on a un pouvoir d'influence sur la matière par nos émotions et nos pensées. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans l'infiniment petit, des fréquences similaires s'attirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fonctionne comme une antenne radio. Ça veut dire que si, par exemple, vous vibrez une fréquence de 105.5 MHz, et si vous habitez à Paris, vous allez attirer à vous France Info, puisque c'est le code de la station de France Info. Si on vibre autre chose, si on vibre colère, qu'on en ait conscience ou non, hein, si on a une colère rentrée en nous qui n'a pas été exprimée, elle va vibrer de la même façon que si elle est exprimée, elle va même vibrer plus fort, parce que ce qui vibre à l'intérieur a beaucoup plus de puissance que ce qui vibre là. Hein. La puissance énergétique de rayonnement du cœur est beaucoup plus forte. Hein. Et donc c'est pour ça que parfois, je fais une petite parenthèse, la loi d'attraction, ça marche pas parce qu'on veut absolument quelque chose, mais si à l'intérieur on a des blessures qui rayonnent l'inverse, ben c'est les blessures qui vont créer le phénomène de répétition, et je vais y venir dans un instant. Donc, si vous vibrez colère, eh ben vous allez attirer à vous de façon mathématique des situations où il va y avoir de la colère. Alors on peut dire attirer à vous, ou voir la vie sous le prisme de, puisque ça correspond à quelque chose qui est douloureux, et donc ça va rentrer en résonance douloureuse avec la blessure initiale, comme si on venait titiller la chose. Hein. Parce que vous avez remarqué que les gens voient une même réalité sous un prisme différent en fonction de ce qu'ils ont vécu et des blessures émotionnelles qu'ils ont. Et donc vous allez attirer à vous des personnes qui sont en colère contre vous, ou vous qui êtes en colère contre d'autres personnes, ou agacées, ou irritées, ou des personnes qui sont en conflit entre elles, ou de la disharmonie sur la planète. Et Dieu sait s'il y a régulièrement des foyers de colère sur la planète. Alors évidemment, maintenant, à la place de colère, vous mettez d'autres choses qui vous arrivent et qui sont désagréables. C'est un rayonnement, hein, comme un miroir qui vous est envoyé, ou un prisme par lequel vous voyez la vie, qui vous ramène à votre blessure d'enfant. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus physique, matérialiste. C'est la raison pour laquelle, si vous avez en vous la blessure abandon, par exemple, eh ben, vous allez avoir l'environnement, ou plutôt que vous allez être dans une énergie, même si vous n'en avez pas conscience. Souvent, on en a conscience, mais parfois, on n'en a pas toujours conscience. L'abandon, ben, vous allez avoir peur de l'abandon, où il y a des gens qui vont vous abandonner, ou, enfin, que sais-je, par rapport à ça. C'est pas un mauvais karma, c'est juste pour que vous preniez conscience que en vous, il y a la blessure d'abandon qui est là et qui a besoin d'être accueillie et transmutée dans son opposé. Et en fait, si on regarde la vie d'un point de vue systémique, ben, on prend conscience que les blessures initiales, c'est un peu comme le moule. Je parlais de négatif photographique tout à l'heure. C'est un peu comme un moule qui va donner un gâteau. Et rien que si on change le regard, avant même de décrypter de quoi il s'agit, simplement de changer notre regard sur nous-mêmes avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, avec simplement acceptation de qui nous sommes et de ce qu'on est, déjà, on est moins dans la résistance, et notre vie sera beaucoup plus fluide, parce que si on a des résistances à l'intérieur de soi,
eh bien, on verra des résistances à l'extérieur de soi, des gens qui nous mettront des barrières ou qui nous diront non ou ce genre de choses. Donc, tout est matière, absolument tout. Tous les signes que vous voyez qui vous sont inconfortables, c'est des signes de blessures qui sont à l'intérieur de vous, qui nous est demandé de transmuter. Alors, l'inverse est vrai aussi, hein. On va regarder aussi le côté lumineux. Les choses merveilleuses qui vous arrivent, les gens que vous admirez, les gens pour qui vous avez de la gratitude, c'est aussi des miroirs de vous. Donc, moi, j'ai fait une spécificité de l'ombre, mais je me corrige, hein, je suis une spécialiste de l'ombre. J'ai aussi besoin d'aller dans le côté lumineux, ce qui est pas facile quand on a eu, et je vais y venir dans un instant, quand on a eu une référence dans l'enfance, où la zone de référence, la zone de confort, quelque part, c'est être dans l'ombre de quelqu'un pour être tranquille, hein, ou d'être caché pour être tranquille. La mise en lumière, je vous raconte pas comment au début, quand je faisais mes conférences, moi, le fait d'être en lumière, c'était un truc de dingue. Je vais vous raconter tout à l'heure quand je vous montrerai un petit schéma. Pour moi, ça a été un vrai travail sur moi-même d'oser me mettre en lumière. Voilà. Et donc, pour vous dire quand même ce qui m'est arrivé aussi, moi, qui m'a mis en chemin, et puis après, on rentrera plus dans le détail d'une façon concrète sur comment utiliser cette clé de décryptage. J'ai eu en 2004, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat à 2 reprises, à 1 mois d'écart. Et j'ai eu la chance d'être aidée, d'être guidée, où j'ai été plongée dans une espèce d'autre espace-temps, où j'ai été guidée sur la marche à suivre pour pas me faire couper en morceaux. Et c'était un psychopathe, ça s'est avéré être un psychopathe violent. Et il s'est passé des choses incroyables suite à cet événement, qui, d'une façon complètement spontanée, incroyablement belle dans ma vie, qui, d'une manière spontanée, m'ont fait avoir, pas ici, là, un sentiment de gratitude infinie pour cette personne. J'ai eu la chance de prendre conscience, en étant guidée, qu'on était en synergie tous les deux, que j'étais sur son chemin, pas par hasard, et qu'il était sur mon chemin, pas par hasard. Hein. Je vous rappelle que je voulais mourir quand j'étais petite et que j'avais encore cette pulsion de mort qui vibrait profond en moi. Sauf qu'au moment où il est venu avec son couteau, moi, je peux vous dire que j'avais plus du tout envie de mourir et que là, j'étais plutôt dans une ambiance de survie. Mais au moins, ça m'a fait prendre conscience que j'avais une blessure de mort à l'intérieur de moi. Et que justement, ce sens-là, ça a contribué à me donner, mais du coup, c'est quoi le sens de la vie, hein, pour trouver le sens de la vie. Et du coup, sans le vouloir vraiment, tout en le désirant ardemment, c'est le paradoxe, aujourd'hui, j'accompagne des personnes pour identifier le sens de leur vie. Une fois que j'ai compris comment trouver le mien, ce qui m'anime et ce que j'adore faire, c'est accompagner, guider pour trouver le sens de sa vie. Voilà. Et pourquoi ça me tient aussi à cœur tout ça, puisque si on observe les disharmonies dans le monde, on se dit, comme Gandhi, on peut toujours prendre un sabre et un cheval et œuvrer pour la paix dans le monde. Mais en fait, quand on comprend les mécanismes énergétiques de l'univers et de la vie, si on voit le monde comme étant le reflet de soi, on voit les disharmonies du monde qui nous affligent tant, comme les disharmonies qui sont à l'intérieur de nous, hein, pour les résoudre, les transmuter et aller vers la lumière. Et donc, l'humanité est en grand apprentissage de sa quête de l'harmonie grâce aux disharmonies. D'ailleurs, dans le taoïsme, l'harmonie exacte ne peut pas exister, parce que s'il y a harmonie exacte, si vous voyez un peu ce symbole du yin et du yang, vous savez, ce symbole où il y a une goutte noire et une goutte blanc, s'il y a harmonie parfaite, il n'y a plus de mouvement, et donc il y a mort. Donc ce n'est pas du ressort de la Terre que d'avoir l'harmonie parfaite. Hein. L'harmonie parfaite, elle est dans l'au-delà. C'est dans la matière qu'il y a l'expérimentation de la dualité et ces disharmonies qui créent un mouvement et qui nous mettent en quête et en mouvement. Il n'empêche que justement, c'est cette quête d'harmonie qui va nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes et de faire ce que suggérait Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et donc regardons en nous-mêmes ce qu'il y a à l'ombre de nous-mêmes
pour y déceler à travers ces blessures tout l'or, hein, ce qui nous plombe, est bien là pour être transformé en trésor. Et si on regarde les mythes, les scénarios des films, les contes pour enfants, ils sont tous bâtis sur le même scénario, ou presque. En fait, il y a une situation X, ça va, c'est à peu près paisible. Puis à un moment donné, il y a une cassure dans le scénario. Il y a un tsunami, il y a un monstre, il y a un méchant, que sais-je. Et là, il va se générer un héros qui va partir à la quête pour résoudre le problème. Et en résolvant le problème, il devient un héros. Il devient le sauveur du monde. En fait, il devient le sauveur de son monde à lui, en allant vers la lumière. Et on retrouve ça dans plein de mythes grecs, notamment, je pense, au mythe de Psyché. Psyché qui veut dire à la fois âme et papillon, hein, Psyché qui veut dire psycho, enfin qui a donné psychothérapeute. Et cette pauvre Psyché, elle a épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve, et finalement, elle épouse Cupidon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transmuté toutes nos épreuves, eh ben, on est dans les bras de l'amour, évidemment, l'amour inconditionnel et universel. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu philosophie, je vais vous proposer de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus pratique, puisque j'ai eu la chance donc de mettre au point cette grille de décodage. J'aime bien l'appeler, c'est un peu abusé, mais pourquoi pas, j'aime bien l'appeler la pierre philosophale, puisque c'est ce qui nous permet de transmuter ce qui nous plombe en or, hein, transmuter nos ombres en lumière, ce qui est lourd, en léger, etc. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Normalement, ça devrait bien marcher puisqu'on a fait des tests. Oui, ça marchait très très bien tout à l'heure. C'est absolument passionnant tout ça, Charlotte, merci. J'en profite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez commencé à le faire, c'est très bien. Je prends note avec attention de toutes vos questions, mais on les garde pour la fin de la conférence. Peut-être que certains d'entre vous trouveront leurs réponses dans justement ce qui va être dit dans les minutes à venir. Donc, gardez vos questions de côté. Si vous souhaitez les poser sur le coup, posez-les. Je les prendrai de toute façon à la fin. Si vous voulez les garder pour la fin, il n'y a aucun souci non plus. Mais voilà, on va fonctionner comme ça pour améliorer au maximum la lisibilité de la présentation de Charlotte ce soir. Ok, alors, voilà comment ça se passe. Je vais vous présenter la dynamique alchimique de ce qui nous éprouve. C'est une synthèse, une ultra-synthèse de ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Des choses qui sont désagréables qui nous arrivent aujourd'hui, qu'elles soient situationnelles, relationnelles, factuelles, qu'est-ce que soit la forme que ça prend, si ça nous provoque des émotions intenses ou des désagréments réguliers, surtout si c'est répétitif et aigu, c'est des demandes pressantes d'en faire quelque chose, hein. Et donc, ça se manifeste soit sous forme de colère, soit sous forme de mal-être ou de déstabilisation. On va les appeler nos tourments et nos maux d'aujourd'hui. Ça peut aussi, bien sûr, être des maladies, hein. Toute problématique que l'on rencontre dans sa vie et qui nous importune. Et donc, comme vous vous en souvenez, ces mots-là vont être en résonance de choses qu'on a vécues enfant. On s'en souvient pas forcément, hein, mais c'est en général en analogie directe. Parfois, c'est un peu plus métaphorique. Alors, quand je parle d'écho d'enfance, on va le prendre au sens large, mais même très large, sans rentrer forcément dans le karma, même si on pourrait aller aussi dans des vies antérieures pour ceux qui sont familiers avec ces notions et qui ont tendance à y croire. On va être très pragmatique, c'est l'écho dans l'enfance, depuis le moment où on est dans le ventre de notre mère, où on commence notre vie, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Pendant cette phase-là, on est des éponges à énergie, on emmagasine, on est très, on va dire, cerveau droit, on est très dans la sensitivité, et c'est à ce moment-là que nos cellules vont s'imprégner des énergies qui viennent de l'extérieur, de nous. Alors évidemment, le cercle restreint, c'est la famille, mais c'est aussi l'école, c'est les grands-parents. Et n'oublions pas que comme l'énergie se transmet, ce qu'on va vivre quand on est dans le ventre de la maman a une importance très importante. Ce que vit la mère pendant la gestation et qui est
lui-même pétri de ce qu'elle a vécu dans son enfance et de ce qu'ont vécu ses ancêtres, etc. Et donc, on porte aussi en nous des blessures qui appartiennent à nos parents, notamment maternelles, mais pas uniquement, parce que ce qui rayonne dans l'énergie du père quand on est enfant, ça a aussi une grande importance. Hein. Et on peut monter comme ça à plusieurs générations, mais disons que d'une manière assez spectaculaire, ça vient parents, grands-parents et parfois arrière-grands-parents. Mais rien que ce qui nous arrive dans l'enfance, c'est déjà, sans remonter dans les grands-parents, ça a déjà une importance et c'est une matière très consistante. Et en général, on a chacun au moins 2, 3 souvenirs. On a des bons et on a aussi des moins bons de choses qui ont pu nous faire peur ou nous créer des colères qui sont engrammées, qui sont toujours engrammées en nous. Et donc, ces tourments émo qui résonnent dans l'enfance, on va en déduire ce que j'appelle un archétype, ou vous pouvez aussi, si vous préférez, l'appeler blessure fondamentale. Et cet archétype, donc, il est là, si vous vous souvenez bien, pour être transmuté en talent et moteur, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, hein, dans le détail, qui vont à l'opposé. Hein, vous vous souvenez le négatif photographique ou le moule qui donne le gâteau, le moule qui est concave et le gâteau qui est convexe ou l'inverse, je me souviens jamais. En tout cas, on est dans quelque chose d'opposé qu'on va appeler de complémentaire. Et tout à l'heure, je vous ai pas tout dit, parce qu'il y a aussi une polarité positive de la blessure de départ et qu'on va aussi, enfin, qu'il nous est aussi demandé de déployer. Et l'idée, c'est là de faire le mariage alchimique de ces deux côtés de cette dualité. Et quand on le fait, à ce moment-là, on est dans notre domaine de pleine puissance. Quand on fait la synthèse de tout ce qui nous porte dans la vie, de toutes nos quêtes, de toutes nos aptitudes, eh bien, ça dessine, au moins ça esquisse, sinon quelquefois c'est vraiment très explicite, là où on va être doué et là où on prendra plaisir. C'est ça les talents et les moteurs, ce qui nous meut et ce pourquoi on est doué. Et ça, c'est donc notre destinée. Et donc, pour retrouver notre destinée, si on la cherche, eh bien, il faut aller tout en bas dans l'écho d'enfance. Et si on ne sait pas le faire, eh bien, on va à ce moment-là, dans les tourments et les mots, pour voir quel est l'archétype, quels sont les archétypes que nous avons en transmuté dans leur version opposée et positive. Je vais y revenir sur cette polarité positive dans un instant pour que vous compreniez bien. Je vais prendre un exemple métaphorique. Je prends l'exemple de tout à l'heure et à la place de froid, vous mettrez évidemment ce que vous voulez. Et donc, si par exemple aujourd'hui j'ai toujours froid, je considère que les gens sont vraiment très froids, ou je suis entourée de gens qui ont froid, etc., je vais dire, ça vient d'où ce froid? À quoi ça me fait penser dans mon enfance? Et là, je me dis, mais oui, mais c'est vrai, on n'avait pas beaucoup d'argent, on mettait pas à chauffage, donc on avait froid, ou j'avais des parents qui étaient plutôt froids, ou alors un jour on m'a oublié dehors, je m'en souviens pas, mais quelqu'un me l'a raconté. Et donc cette blessure et cette souffrance de froid, c'est imprimé en moi. C'est pas un mauvais karma, c'est pour une raison précise, et je vais en déduire que j'ai en moi la blessure froid. Et il m'est demandé, cette blessure froid, de la transformer et d'utiliser des talents et des quêtes, des talents et des moteurs que je porte en moi, en lien avec le chaud, comme je l'ai raconté tout à l'heure, et aussi avec le froid. Parce que ce froid, j'en suis très familier si j'en ai été victime, et donc je le connais bien. Et en le connaissant bien, ça veut dire que j'en ai une expertise qui est censée être mise à profit de ma destinée. Et donc, le but du jeu, ça va être d'alchimiser le froid et le chaud, pas forcément pour en faire du tiède, comme on va le voir, mais pour en faire autre chose. Alors, je vais vous décrire ici comment est-ce qu'on va réussir à se poser les bonnes questions pour trouver nos talents et moteurs. Et je décrirai ça peut-être un peu plus précisément dans les ateliers qu'on fera plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Un talent, c'est quelque chose qu'on sait faire ou qu'on est de façon innée. C'est une capacité, c'est une facilité, c'est une acuité particulière. Parfois, c'est des véritables dons. C'est des choses, on va dire, je sais le faire ou je devrais savoir le faire. Et puis, les moteurs, c'est donc quelque chose qui nous anime. C'est je veux, j'ai besoin, j'aime, je suis en quête de ça. Voilà pour les talents et les moteurs. Alors, c'est des talents et des moteurs dans quel registre? D'abord, on peut dire, comme je l'évoquais à l'instant, qu'on a une expertise de ces deux sujets. Et donc,
normalement, en tout cas, on l'a en potentiel de nous, on est censé incarner, être, faire, représenter, qu'on soit dans le côté opposé ou dans la partie positive, on est censé utiliser cette expertise dans notre vie. On peut aussi savoir être avec quelque chose d'analogue ou faire avec, naviguer dans des univers qui y ressemblent, gérer, administrer, animer, en tout cas utiliser, voire stimuler ce concept, cet archétype-là dans son aspect opposé et dans son aspect positif. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une acuité très forte pour l'archétype et son opposé. Pour l'opposé, parce qu'on le guette, on en a tellement besoin. Donc, on a développé des antennes et donc on a une espèce de préscience pour percevoir avant tout le monde. Là, pour reprendre cet exemple, de la chaleur, une espèce d'intuition pour trouver de la chaleur, qu'elle soit positive ou négative, cette chaleur. Mais en tout cas, on sait le faire puisqu'on a très envie de trouver de la chaleur. Et pareil pour le froid. Si j'ai été abîmée par du froid, comme on dit, hein, chat échaudé craint l'eau froide, et donc je vais avoir développé des antennes pour identifier le froid, qu'il s'exprime sous une manière négative et préjudiciable ou utile. Hein. Et donc, cette acuité qu'on a développée pour l'archétype et pour son opposé, on y voit l'opportunité ou la nécessité quand c'est utile et agréable, hein, pour profiter bénéfiquement de ce que ça peut proposer. Et on sait aussi y déceler le risque ou le préjudice que ça va apporter. Et donc, ça permet aussi cette acuité d'anticiper et de désactiver si c'est négatif, hein, et y compris de désactiver ce qui le provoque. Et évidemment, ce que ça génère, ce que ça induit aussi. En toute logique, on a aussi une empathie pour des personnes qui sont victimes de ces mêmes blessures ou qui ont besoin de réparation. Et on a envie de le partager, ce qu'on a réussi à trouver comme remède, comme manière de guérir de ces problématiques. Donc, on a une empathie très forte pour les personnes qui ont des blessures analogues aux nôtres. Et puis, quand on a réussi à transmuter, à transcender les choses, on a envie d'en parler, on a envie de le promouvoir, on a envie de partager les bienfaits, notamment de la polarité opposée, voire de la polarité positive de la blessure. Et donc, on a aussi un potentiel pour guider les autres, pour les aider, pour les accompagner, ou pour être à leur service, ou pour les aider à faire quelque chose qu'on a réussi à faire. Par exemple, je vais y revenir tout à l'heure pour le froid et pour le chaud. Si je sais trouver du chaud, je peux directement donner du chaud aux gens qui en ont besoin, mais je peux aussi les guider pour trouver eux-mêmes comment est-ce qu'on trouve le chaud. Et puis, en dernier ressort, il y a l'alchimie des deux. Et donc, l'alchimie des deux, dans un premier temps, il y a la transformation. Donc, on peut voir aussi comme une réparation, un nettoyage, une purification, une transgression parfois. Hein. Par exemple, si j'ai été victime d'un abus d'autorité, parmi ce qui va m'animer, c'est de transgresser l'autorité inepte. Hein. Donc, transformer, d'autre part, équilibrer, hein, donc harmoniser, on va dire presque quantitativement. Hein. Vous vous souvenez que le yin soit à peu près équilibré par rapport au yang. Hein, le féminin par rapport au masculin, et puis après vous pouvez mettre le haut, le bas, l'émotion, l'action, etc. Et puis j'ai aussi envie de les marier, hein, de les mixer. Comme je vous disais, c'est pas forcément avec le froid et le chaud, on n'est pas forcément là pour faire du tiède, mais pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser habilement le froid avec le chaud. Et donc ce qu'on a développé comme talent et comme moteur, ils sont en partie pour moi, hein, par rapport à ma façon de penser, comment je gère mes émotions, comment j'administre mes actions et mon corps, hyper important sur quelle relation j'ai avec mon corps. Et c'est aussi pour les autres, hein, les autres au sens large. Donc ça peut être le cercle restreint de ma famille, mais ça peut être aussi pour l'entreprise dans laquelle je travaille, ça peut être aussi pour mon pays ou pour toute l'humanité. Et puis ça concerne aussi des valeurs, des philosophies ou des valeurs fortes, mais évidemment la nature, donc on parle d'animaux ou de végétaux ou de la planète Terre et de sa nature en général, et bien sûr c'est vrai aussi pour des choses ou pour la société,
ou pour l'élévation de conscience. Je vais prendre un tout petit exemple là. Par exemple, si j'ai été victime de la blessure petit, pour reprendre cet exemple, si je regarde la polarité positive du petit, je rigole parce que l'autre jour, j'accompagnais une personne qui a été victime de ça. Et quand je lui ai demandé de me dire quel était l'intérêt pour lui du petit, il me disait non, le petit c'est que de la merde. Le petit, ça a absolument aucun intérêt. Or, cette personne commençait à s'intéresser à la physique quantique. Et on est bien dans l'infiniment petit. Donc, on peut avoir une expertise pour le petit si on en a été victime parce qu'on a vraiment une familiarité avec ça. Et ne pas oublier que ces talents et ces moteurs, en partie, ils sont déjà avérés et déployés. Mais si on a un bug en lien avec ça, ça sous-entend qu'ils ne le sont pas totalement et que donc, ils sont à l'état latent, confinés à l'intérieur de nous et demandant à leur coming out pour se mettre en lumière, sinon il n'y aurait pas de bug. Parce que ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que on voit le bug comme un tremplin qui nous invite à nous mettre en route vers notre destinée, et que si on a fait des mouvements et des pas pour déployer les talents et les moteurs associés, ben non seulement on est heureux, on est en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi le bug, il aura tendance à disparaître, puisqu'il était là justement pour nous avertir, donc il n'a plus de raison d'être. Une fois qu'il a fait son job, ben il s'en va. Ou si le bug reste là, en tout cas, ça ne nous fait plus souffrir. Voilà, donc si je reprends l'exemple du froid et du chaud, donc je me mets en quête de chaud, hein. Dans le travail qu'on va faire, l'idée au tout début, c'est d'être littéral. J'ai froid, et donc l'opposé exact du froid, c'est la chaleur. Hein. Si je prends par exemple la notion d'enfermement qu'on a évoquée tout à l'heure, l'inverse exact de enfermement, c'est pas liberté, c'est non-enfermement ou désenfermement, et après, ouverture et liberté. C'est important par rapport à toute l'énergie, sinon on va oublier des choses. Hein. Donc au départ, l'opposé du froid, hein, cet exemple métaphorique, c'est la chaleur, tout ce qui est chaleureux, chaud, réchaud, réchauffement, etc. Et puis après, on peut extrapoler. Ben oui, le chaud, ça me fait penser à l'été, à l'exotisme, au sud, puis à la vie, au feu, aux flammes, pourquoi pas à la fièvre, mais la fièvre dans sa partie positive. Hein. Tout ce que je décris là, on est bien sûr dans quelque chose d'utile et agréable. Là, on est plus dans... J'ai la fièvre du samedi soir, par exemple. Hein. J'ai le feu, j'ai de l'énergie, je suis chaud bouillant, je suis prêt, etc. Hein. Donc, en conséquence, c'est tout ce qui est énergie et fulgurance, évidemment, convivialité et cordialité. Et donc, sur tous ces thématiques en lien avec l'opposé de froid, je vais développer ce que vous voyez là à gauche. Ben oui, j'ai une expertise de la chaleur. Où je suis bien moi quand j'utilise des choses qui sont chaudes. Donc là, évidemment, c'est métaphorique, donc c'est pas très pratique. Mais je pense que vous pouvez imaginer que en mettant d'autres archétypes, on peut trouver des choses intéressantes dans un des 4 domaines, ou dans 2, ou dans 3, ou dans 4. Tout le monde n'est pas là pour montrer et parler du chaud, par exemple. Hein. On peut se contenter d'aller à la source du chaud. Hein. Voilà. Et pour le froid, donc la polarité positive alors c'est le yang, hein, le chaud. Hein. Et pour le froid, ben c'est pas quelque chose de négatif. Nous, on va avoir l'archétype comme étant une caractéristique qu'on peut polariser négativement ou positivement. Et donc le froid, ben parfois, on a besoin de fraîcheur, de rafraîchissement, de réfrigération, et ça peut être parfaitement utile dans certains contextes. Par extension, c'est donc l'hiver, le nord, c'est ce qui est pas vivant, hein, mais la mort dans son acception générique, et qui est pas forcément le deuil, mais c'est le monde de la mort ou le monde des esprits. Bien sûr, c'est tout ce qui est eau, ce qui est glacé, ça peut être la neige, et puis par extension, tout ce qui est austérité mais positive. Hein. Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse, on est dans du froid positif. Ou c'est aussi de la réserve, c'est quelque chose qui est en gestation. Voilà, donc de toute façon, je vais passer vite pour cet exemple qui est assez métaphorique. Ce que j'aimerais bien vous proposer, c'est de faire un petit exercice pour vous-même avec l'archétype
abandon que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la proposition, dans un premier temps, c'est toujours je pétris mon archétype. Hein, c'est quoi mes problèmes du moment en lien avec l'abandon? Ça peut être plein de formes différentes. On peut simplement avoir un sentiment d'abandon sans que c'est rien de factuel, mais on peut aussi être très énervé quand il y a des gens qui abandonnent ou qui laissent tomber, qui s'engagent pas ou qui abandonnent des animaux ou moi-même, j'ai tendance à abandonner et ça m'afflige. Et puis aussi, potentiellement, je délaisse des choses de moi. Donc, quand on a une blessure en lien avec ça, vraisemblablement, c'est qu'on a l'archétype abandon à l'intérieur de soi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder dans les miroirs que nous propose la vie. Parfois, c'est pas l'abandon directement, mais c'est l'inverse. Hein. Par exemple, quand on est très énervé par les gens entêtés, quelque part, c'est des gens qui nous disent abandonne. Hein, on leur dit abandonne. Ben oui, mais c'est à nous qu'on se le dit, c'est qu'on a à travailler l'abandon quelque part. Il y a aussi un autre indice qui me parle, moi, et qui me touche, parce que j'ai eu longtemps cet archétype en moi. Je comprenais pas pourquoi dans les films, systématiquement, quand il y a des retrouvailles, je pleurais à chaudes larmes, mais comme une enfant, avec des sanglots. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je pleure à chaudes larmes? C'est une indication qu'on a une telle émotion quand il y a quelque part l'inverse de l'abandon, que c'est comme un indicateur qu'il y a eu abandon quelque part. Voilà, donc après je regarde, si vous vous souvenez, les abandons, les échos, les analogies que j'ai dans l'enfance. Là, j'ai mis quelques exemples, chacun aura les siens par rapport à son histoire. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à travailler sur la transmutation de la blessure d'abandon, qui elle-même, bien sûr, est très souvent corrélée à d'autres blessures qui sont des conséquences ou des causes de l'abandon. Donc, je vais pas toutes vous les dire parce qu'il y en a de très nombreuses, mais notamment c'est la notion de séparation ou de coupure, de je trouve pas ma place, de rejet, de dévalorisation, d'oubli, d'illégitimité, d'abus de pouvoir et j'en passe. Très souvent, la blessure d'abandon, elle est liée à d'autres. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de prendre 5-6 minutes pour travailler vous-même un petit exercice pour goûter qu'est-ce que vous pourriez avoir comme talent et moteur en lien avec la polarité opposée à l'abandon et la polarité positive de l'abandon, parce qu'il y en a. C'est une bonne nouvelle. L'abandon, c'est une caractéristique. Si on a la blessure, c'est qu'on a polarisé négativement l'abandon, mais on a une manière de le polariser positivement. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre sous les yeux l'aide à l'enquête, puisque c'est un travail d'enquête qui peut s'avérer même très rigolo parfois. Voilà, donc là, il est 21h30. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser jusqu'à 21h35 pour commencer à imaginer ce que ça représente pour vous, le non-abandon et l'abandon dans sa version positive. Voilà, donc je vais laisser ça en ligne un petit moment et puis je reviens vers vous dans 5 minutes. Peut-être, Joanne, tu as des choses à proposer? Tu as beaucoup de remerciements pour ta pédagogie très claire, très intéressant. Donc l'auditoire est passionné. D'ailleurs, j'en fais partie. J'adore t'écouter. C'est vraiment génial. Beaucoup de témoignages aussi. Par exemple, Catherine qui nous dit merci pour ton exemple. Je comprends mieux pourquoi je pleure également dans ces passages de film. Emma qui nous dit moi je pleure aux au revoir. Est-ce que c'est signe d'une blessure d'abandon aussi? Donc il y a des prises de conscience que ton exemple. Abandon ou séparation, c'est pas forcément l'abandon. Tout dépend évidemment de l'histoire de la personne. Hein. C'est pas forcément l'abandon quand on pleure, quand on se sépare. Ça peut être la coupure ou la séparation. Il y a Anne-Sylvie aussi, à qui ton exemple parle, puisque sa maman a eu une dépression du postpartum, donc elle a été confiée en nourrice toute petite, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc il y a des témoignages vraiment poignants suite à l'exercice que tu proposes. Ben oui, puis les personnes qui sont là, elles sont pas là par hasard, elles avaient peut-être envie, leur âme ou leur cœur avait besoin d'écouter ça en ce moment, surtout en cette période de
de post-confinement, hein, parce que le confinement, si on regarde en systémie ce qui se passe, et puis en plus il y a le masque, les contrôles, l'abus de pouvoir, puis d'autres choses encore qui se passent pendant cette période, mais s'il y a confinement, énorme confinement, ça nous montre qu'on a confiné en nous qu'un trésor, qu'on a confiné en nous quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, ce qui nous est demandé, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est le déconfinement. C'est oser faire nos coming out, hein, oser sortir ce qu'on a dans l'ombre pour le mettre à la lumière. Et puis en plus, on demande de porter des masques, hein, comme pour nous dire, vous portez un masque, vous montrez pas tout à fait à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, vous n'exprimez pas tout à fait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, tout ça, c'est des invitations à ôter nos masques, être pleinement dans notre authenticité de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Et là, les énergies de lumière sont très très fortes pour nous inviter, en nous envoyant des ombres, hein, parce que je me rappelle dans les philosophies, la lumière divine, hein, le grand un, l'innommable, comme c'est dit dans la tradition hébreu ou chinoise, cherche à faire l'expérience de soi-même. Donc la lumière fait l'expérience d'elle-même dans la matière par la dualité. Donc si on comprend, même si ça peut paraître complètement bizarre par rapport à ce qu'on a appris tout petit, c'est la lumière qui envoie l'ombre. Du coup c'est cool, hein, c'est pas des grands méchants, c'est la lumière qui est à l'origine de l'ombre. Du coup c'est reposant, quoi, parce qu'on est sûr que ça va gagner à la fin. Donc c'est comme un jeu, en fait. Hein, et on a forcément les ressources, tous autant que nous sommes, pour résoudre les épreuves et les bobos qui nous sont envoyés, puisque c'est la lumière qui sait très bien ce qu'elle a à faire, et si on s'est incarné pour ça, c'est qu'on a largement l'énergie, la possibilité et le talent pour le faire. Voilà, peut-être on va laisser encore 2 petites minutes pour ce travail sur l'abandon. Si jamais vous trouvez des choses, hein, dans le chat, n'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez trouvé par exemple ce qu'on peut avoir comme qualité en lien avec le non-abandon ou l'abandon. N'hésitez pas à partager et puis on va décrypter tout ça ensemble. Je vais peut-être juste me permettre de prendre la question de Fabienne, qui rebondit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure entre l'abandon et la séparation. Est-ce que ne pas dire à une petite fille qu'elle est confiée à sa grand-mère parce que sa maman est gravement malade relève plutôt de l'abandon ou plutôt de la séparation, ou des deux? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Mais à partir du moment où il y a eu une parole, même à un tout petit bébé, hein, parce que le petit bébé il comprend tout, et puis tout est dans l'intention et le cœur qu'on va y mettre. Si on prévient un bébé, qu'on explique et qu'on dit « je suis avec toi, je ne peux pas faire autrement pour l'instant, je t'aime de tout mon cœur, mais pour l'instant tu vas être placé là », la blessure d'abandon, alors je suis pas psy, mais je suppose qu'elle sera moins importante. En revanche, il y aura la blessure de séparation, même si les choses ont été dites. Hein. Alors je vais peut-être avancer un petit peu. Je t'interromps une toute petite seconde après, je te laisse à nouveau continuer. Dominique demande s'il y aura un replay. La question a été posée quelques fois, j'ai répondu dans le chat. Je profite de l'occasion. Oui, il y aura un replay qui sera disponible d'ici 24 à 48 heures, gros maximum, et vous recevrez dans votre boîte mail, celle qui vous a permis de vous inscrire à ce live, le lien qui vous permettra d'accéder au replay. Donc oui, aucun souci par rapport à ça. Voilà. Donc voilà la question de Sophie, j'ai horreur de laisser les gens sur le bord de la route. Évidemment, parce que Sophie, vous avez une empathie très forte pour les gens qui sont laissés à l'abandon. Et donc, ça fait partie, on va dire, d'une aptitude, hein, d'une caractéristique dans votre personnalité qui normalement a un rôle à jouer dans votre vie. Je vois aussi Brigitte qui dit « Je trouve qu'entre la blessure d'abandon et de rejet, la frontière est mince ». Oui, effectivement, la frontière est mince, mais on peut être abandonné et pas pour autant rejeté. Et l'inverse est vrai aussi. On peut avoir un sentiment de rejet et de non-abandon. Alors effectivement, il y a des subtilités, mais dans la transmutation de ces deux archétypes, on trouvera des choses complémentaires. Mais bien souvent, ça va ensemble. Alors, l'opposé de l'abandon, bien entendu, on commence de façon littérale, c'est le non-abandon. Et donc, si on est littéral, si j'abandonne pas,
ben, j'ai quelque part, j'ai de la persévérance, hein, donc je suis quelqu'un d'endurant, de courageux, j'ai le sens de l'effort, etc. D'autre part, si j'abandonne pas, j'ai le sens de l'engagement et donc en général, je suis quelqu'un de plutôt fiable qui peut être un soutien. Et puis le non-abandon dans son énergie opposée, c'est l'accueil, quelque chose qui a été abandonné, je le ramène vers moi. Donc il y a des notions d'inclusion, d'incorporation et notamment bien sûr de ce qui a été, comme l'a dit Sophie, je crois, laissé sur le bord du chemin. Donc les personnes par exemple qui œuvrent pour des personnes qui ont été victimes d'abandon avec des centres d'accueil, ben, il y a fort à parier qu'elles ont cette blessure en eux. Mais c'est pas forcément que des personnes. Hein. Quand on, par exemple, on devient responsable d'une ESPA, ben, on supporte pas les animaux abandonnés. Et donc, on a aussi cette énergie. Je crée un centre ou du moins je travaille dans un endroit. Hein, vous vous souvenez à ce besoin d'être avec ou d'œuvrer dans ce contexte, hein, de domaine de l'expertise. Et ça peut être aussi des choses. Je connais des gens qui supportent pas quand on abandonne des objets sur le bord de la route et qui travaillent en économie circulaire pour réhabiliter les objets abandonnés. C'est la même énergie qui peut s'appliquer, vous vous souvenez, à soi-même, la nature, des valeurs, des choses et à l'élévation de conscience. Donc, accueil de ce qui est abandonné ou de ce qui n'est pas pris en considération. Et puis, c'est aussi la création de liens. Hein. Pour que rien ni personne ne soit abandonné, pas, notamment ceux qui sont en zone rurale. Et donc, Internet, pour ça, c'est assez super. Pour connecter, se connecter à soi, se connecter aux autres, au monde, et pourquoi pas aussi des créations de liens de transcendance, hein, avec possiblement une aptitude et des envies d'union, de réunion. Vous vous souvenez, là, les retrouvailles, hein, l'émotion qui est générée par le retrouvailles. Voilà. Alors, quant à la polarité positive, ben, quand on sait abandonner, on sait aussi s'abandonner, ben on a développé cette faculté de laisser partir, de laisser venir, de lâcher prise quelque part. C'est ça aussi l'abandon, hein, comme ils disent en anglais, surrender, c'est abandonnons-nous à ce qui vient, au grand tout. Hein. Mais c'est aussi mettre de côté, savoir être en retrait, puisqu'on a été en retrait, hein, si on a été abandonné. Et donc c'est une aptitude à faire retraite ou à faire faire. Hein, vous vous souvenez, c'est pour soi et aussi pour inspirer d'autres. Hein. Donc par exemple des gens qui organisent des retraites pour d'autres, possiblement, c'est des personnes. Alors ça fait appel aussi à d'autres archétypes, hein, mais c'est des personnes qui ont été à un moment donné victimes d'une sorte d'abandon. Abandonner, c'est aussi arrêter, hein, et on peut mettre fin, savoir abandonner ce qui ne convient pas. Il y a parfois nécessité d'abandonner des croyances ou des habitudes ou des valeurs ou des systèmes politiques qui ne nous conviennent pas, et à ce moment-là, on a des capacités et des besoins d'œuvrer dans ce domaine. Évidemment, c'est s'abandonner, et donc quand on dit s'abandonner, c'est d'une part la générosité, je m'abandonne à l'intérêt général, et puis c'est aussi, hein, comme je l'évoquais à l'instant, c'est lâcher prise en se laissant porter par une cause supérieure, et puis c'est l'inverse de la création de liens, donc sous-entendu toxique, donc c'est enlever des liens toxiques, donc dénouer, détacher, désunir ce qui doit l'être. Hein. Il y a des choses qui sont trop fusionnées, trop emmêlées, on doit les détacher. Voilà. Alors tout ça, c'est la théorie. Vous voyez que finalement, c'est assez limpide, c'est assez simple pour pas dire basique. En revanche, là où ça commence à être un peu délicat, c'est qu'il se passe des choses dans notre inconscient. Donc, cette mise en mouvement vers nos domaines d'excellence et de plaisir à partir des archétypes, pourquoi c'est simple et pourquoi surtout c'est difficile? Parce que dans notre moule d'enfance, Dieu merci, on ne vit pas que des souffrances, il y a aussi des choses magnifiques dont on a besoin de s'inspirer, mais puisqu'on parle des blessures, c'est des souffrances. Et le moule d'enfance, c'est aussi notre zone de référence. Et l'enfant, il a tendance à croire, l'enfant et l'enfant intérieur, et nous-mêmes, hein, notre inconscient, il a tendance à croire que qui est dans notre domaine de référence, dans notre moule de départ, c'est la sécurité. Hein. C'est comme ça qu'on aura à manger, qu'on sera aimé de papa et maman. Donc, la sécurité ressemble beaucoup à ce qu'on a connu enfant. Au point que, si ça me sécurise, j'y vais, et on retrouve ce phénomène de répétition. Hein. Quelque part, c'est hyper bizarre, mais si j'ai été victime de violence, si je suis un enfant battu, par exemple, eh bien, ma sécurité, c'est ma référence, c'est ce que je connais.
Et donc, c'est enfant battre. Et donc, je bats à nouveau mon enfant. Jusqu'à temps que je comprenne que peut-être j'ai autre chose à faire, et notamment l'inverse de battre, c'est-à-dire peut-être faire des soins doux physiquement aux enfants. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous demande d'aller à l'opposé du moule d'enfance, ben on est à l'opposé de la sécurité. Et donc, si on est à l'opposé de la sécurité, si on va à l'opposé du moule d'enfance, c'est l'insécurité. Et du coup, on a inconsciemment des petites alarmes qui nous mettent, ah, il y a danger, il y a risque. Et du coup, ça crée quelque chose d'un peu bizarre où on a envie et puis on n'y va pas. Il y a toujours des bons prétextes, des alibis, des procrastinations, ou vraiment plein de bonnes raisons. J'ai pas le temps, je le ferai plus tard, quand j'aurai suffisamment de sous, ou quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie. Il y a toujours des bonnes raisons parfaitement logiques et rationnelles qui font qu'on n'y va pas. C'est ce qui a fait dire à Carl Gustav Jung, qui est un de mes chouchous, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un de remarquable. Derrière nos désirs, il y a des peurs. Et derrière nos peurs, il y a des désirs. D'où l'intérêt d'aller regarder ce qu'il y a derrière la peur. Donc, la difficulté pour aller à l'opposé de notre archétype de départ, c'est qu'il y a des peurs qui sont nichées par là, mais il y a plein de manières, plein de techniques, de plus en plus pour désactiver les peurs associées à l'archétype qui vont nous permettre d'y aller. Je pense par exemple à l'hypnose. Moi, je propose aussi beaucoup de choses en énergétique ou en méditation ou en incorporation avec des actes symboliques et des rituels. L'enjeu, là, ça va être à la place de l'insécurité, c'est de mettre de la joie, du plaisir, en faisant des tout petits pas qui vont provoquer des nouvelles associations. Si par exemple j'ai amour égale souffrance dans mon moule de départ, une fois que j'en ai pris conscience, c'est ça, faire la lumière sur l'ombre, c'est déjà un pas hyper important. Et après, si je désire associer autre chose que de la souffrance, je vais faire des petits rituels métaphoriques ou des actes symboliques ou de l'hypnose ou de l'EMDR ou de l'EFT. Il y a plein de techniques géniales qui permettent de désassocier la notion désagréable avec la caractéristique archétypale. Quant à la souffrance de départ, comme c'est, l'archétype, la polarité positive, comme c'est identique à ce qu'on a vécu et qu'on en a souffert, on n'a pas envie spontanément d'y aller. Vous vous souvenez, la personne dit non, le petit, c'est que de la merde. Alors qu'en fait, le petit n'est qu'une caractéristique parmi d'autres. Et encore une fois, à la place de petit, abandon, etc., vous pouvez mettre des choses, même si elles sont considérées comme naturellement négatives. Je pense par exemple à la violence. On va voir une polarité positive à la violence. J'avais l'autre jour à mon cabinet une personne qui a vécu toutes les pires violences qu'on puisse imaginer, à commencer par naître dans un pays en guerre, et puis c'était la guerre aussi dans sa maison. Eh bien, lui, sa caractéristique, sa polarité positive de la violence, c'est qu'il sait la gérer, la violence. Et donc, lui, il va dans les banlieues chaudes, finger in the nose, et il sait parler aux jeunes qui ont de la violence en eux pour différentes raisons qu'on peut imaginer, et donc il sait être, un animateur pour leur faire canaliser la violence, parce que cette violence, c'est une énergie. Une violence, c'est une énergie qui permet de se rebeller contre ce qui va pas. Alors, plutôt que de le faire dans la violence, on peut le faire d'autres manières grâce à une canalisation de cette violence d'une manière très chouette. Donc, tous les archétypes, même ceux qui paraissent les plus négatifs, les plus horribles, même pour les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, parce que j'ai été un peu pudique tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais les abus sexuels, c'est quoi la polarité positive de ça? On a au moins une empathie pour des personnes qui sont victimes de la même chose. Et donc, il y a aussi beaucoup de besoin d'accompagner des personnes qui sont victimes d'abus aujourd'hui. Voilà. Et donc là, la croyance limitante qui fait qu'on n'y va pas, c'est que ça risque de faire mal. Du coup, on n'y va pas trop. Et là aussi, on peut ancrer autre chose que de la douleur, c'est-à-dire du plaisir, de la joie, de l'amusement, et ce qu'on veut avec l'archétype de départ, avec plein de techniques que j'ai décrites tout à l'heure. Vous en connaissez peut-être d'autres vous-même, ou vous êtes peut-être même thérapeute avec certaines de ces techniques qui sont parfois extrêmement puissantes. Mais le premier pas dans ce que je propose moi, c'est déjà
ouvrir les possibles, parce que je sais pas si vous me voyez là, les gestes que je fais avec. Si dans ma structure psychique, l'archétype opposé, ça fait peur, donc je me mets une œillère, j'y vais pas. Et l'autre, il fait mal, donc j'y vais pas. Bah, du coup, on loupe des choses dans notre vie alors que les opportunités, elles sont à portée de main et qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour y aller. En revanche, si on commence par désactiver la peur associée à l'opposé et la négativité associée, à ce moment-là, l'écran des radars, il s'ouvre. Et je vous garantis que ce qui se passe est parfois vraiment très puissant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. En fait, les opportunités, elles viennent. Hein. L'écran radar des possibles, il s'ouvre. Donc, c'est aussi ça, la loi d'attraction. Si je vois plus de choses, si j'ai une vision à 180 degrés, pour pas dire 360, mais forcément, je vois plus d'opportunités pour moi qui vont me mettre dans mon domaine d'harmonie et de plaisir. Voilà. Donc, on peut faire ça avec tout. Là, j'en ai mis quelques-uns. On peut faire ça avec plein d'archétypes, plein de blessures. Vous en voyez certaines. Certaines font certainement résonance. Là, il y en a une trentaine. J'en ai identifié 40 ou 50. Et puis, il y en a bien sûr qui reviennent régulièrement. Et celles qu'on va travailler prochainement avec l'Académie de la Nouvelle Vie, j'ai choisi les 3 qui sont surlignés en noir là parce que j'ai trouvé que le confinement, il avait mis ça en exergue. C'est l'abus de pouvoir, hein, tout ce qui est contrôle abusif ou autorité un petit peu abusive ou ubuesque. C'était un vrai sujet. Le féminin bafoué, évidemment, il est d'actualité. Et puis, j'ai été très troublée aussi pendant le confinement par des informations sur les enfants maltraités ou des enfants qui étaient à distance, hein, des parents ou d'autres personnes. Et donc, c'est un archétype en tant que tel qui est passionnant et qui serait vraiment très, très, très joli à transmuter pour ceux qui en ont besoin et surtout pour l'humanité. Voilà. Donc, je vous présentais en 2 mots le type d'atelier que je propose et notamment ceux que je vais proposer avec la complicité de l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, on va commencer par les abus de pouvoir. Et donc là, l'idée, c'est de se mettre en situation, d'aller chercher quels sont vos talents et vos moteurs qui demandent à être déconfinés si vous êtes victime d'abus de pouvoir ou si vous êtes énervé par toutes les formes d'abus de pouvoir. Et on va aller voir quels sont les talents et les moteurs qui demandent à être déconfinés. Là, j'en note quelques-uns, je ne vais pas tous vous les lire. Mais par exemple, les décisions unilatérales des autres, les contrôles à outrance, les obligations qui sont complètement liberticides ou qui portent préjudice à notre humanité, tout ce qui est contrainte administrative, par exemple, on peut l'assimiler à l'abus de pouvoir. C'est aussi des ingérences, des intrusions, c'est aussi des règles et des lois ineptes ou trop nombreuses. C'est évidemment des empêchements, des enfermements. Alors, on peut voir l'abus de pouvoir aussi dans sa version misogyne, hein, si c'est l'homme ou une femme, on va dire masculine, qui abuse de son pouvoir. Alors, c'est évidemment tout ce qui est harcèlement, mais c'est aussi le mental tout puissant, le mental tout puissant, parce que l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de tête, c'est de l'abus de la direction. Donc, comme tout est métaphorique, eh ben, on a un abus de notre tête, c'est-à-dire qu'on laisse pas suffisamment le corps s'exprimer et on verra tout ça. Hein. C'est aussi le devoir avant le plaisir, etc., etc. Et puis, ça peut être aussi l'inverse. Alors, je parlais de maux de tête, parce que s'il y a un abus de pouvoir, ben, le corps, il se révolte. Voilà pour l'abus de pouvoir. Sinon, on travaillera aussi 15 jours plus tard sur le féminin bafoué, bridé, entravé, violenté, etc. Là aussi, c'est multiforme, le féminin bafoué. C'est pas uniquement les violences faites aux femmes, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, je vous ferai travailler sur la façon dont ça s'exprime chez vous. Là, j'ai donné quelques exemples. Parce que ça peut être en lien avec de la maltraitance, de la violence, de l'agression, du mépris, du harcèlement, du viol et tout ça. Mais c'est aussi plein d'autres choses, le féminin bafoué. Hein. Notamment l'autre jour, les manifestations sont assez intéressantes parfois. Il y avait une femme que j'accompagne qui me dit « Moi, je ne supporte pas les femmes qui sont trop exubérantes et qui mettent en valeur leurs atouts. » Ben oui, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une croyance que le féminin, il doit être bien sage, bien tranquille,
On a tendance à le brider soi-même, son propre féminin. Et donc, quand on voit quelqu'un qui est trop sexy, ouh là 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 là, mais ça va pas, c'est dangereux et on n'aime pas. Alors que c'est une différence parmi d'autres, parmi celle dont le féminin a à s'exprimer. Et puis, on verra aussi surtout que c'est aussi des difficultés avec soi-même en lien avec le yin. Donc, je décrirai vraiment ce que c'est que le yin dans la philosophie chinoise. On est en lien avec le monde sensible, qu'on parle d'émotions, d'énergie, de corps, de terre, qu'on parle du monde spirituel, du monde des esprits. Tout ça, ça parle de féminin. Voilà, donc on ira travailler sur les différentes formes de féminin, bafoué, voilé, bridé, etc. Et puis le troisième atelier que je vous proposerai, le 28, qui m'émeut énormément, c'est un vrai beau sujet, parce que ça concerne tellement de choses, ça concerne quand on n'arrive pas à avoir des enfants, ça concerne quand les enfants sont séparés des parents, ça concerne évidemment l'enfance maltraitée. C'est évidemment, vous vous en doutez maintenant, après vers la fin de cette conférence, que ça parle aussi de notre enfant, cet enfant intérieur qui est toujours en nous. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité, avec plein de techniques, d'aller accueillir cet enfant qui a eu des bobos, des blessures et qui n'a pas été entendu. Et cette énergie de plainte, elle est toujours à l'intérieur. Mais on a tendance à le mettre de côté, à le minimiser aussi, c'est-à-dire à le maltraiter et à le mettre à distance. Et si on met notre enfant intérieur à distance, eh bien, à ce moment-là, ou si on le maltraite, qu'on ne lui donne pas la parole, par exemple, ben à ce moment-là, on verra sur notre planète quelque chose d'analogue pour mieux nous rappeler. On met nous-mêmes notre enfant intérieur à distance et on verra ce que c'est cet enfant intérieur, parce que c'est aussi notre côté insouciant, innocent, pur, spontané, etc., etc. Voilà. Eh ben, dis donc, on a appris plein de choses ce soir. C'était vraiment passionnant. Je te remercie beaucoup pour tous ces apports-là. Je viens d'activer, pour vous qui nous écoutez, un bouton qui s'est affiché dans le chat. Et si vous nous regardez en replay, vous avez un lien qui figure dans le descriptif qui est en dessous de la vidéo ou sur le lien qui est apparu dans le chat. Vous allez avoir accès justement aux ateliers dont Charlotte nous parlait. 3 ateliers donc qui vont avoir lieu aux dates que nous venons de vous annoncer. Le premier sera le mercredi 1er juillet. Le second sera le mercredi 15 juillet. Le troisième sera le mardi 28. Donc, les thématiques seront le premier atelier sur les abus de pouvoir, le deuxième atelier sur le féminin bafoué, le troisième atelier sur les maltraitances aux enfants, ceci incluant l'enfant intérieur et l'enfant que nous avons été nous. Il y a plusieurs options de paiement qui s'affichent quand vous cliquez justement sur le lien. C'est-à-dire que vous avez 2 possibilités en fait. Dans tous les cas, les ateliers seront enregistrés, donc si vous n'avez pas la possibilité d'y accéder en direct sur les dates prévues, eh bien, vous aurez accès à un replay sur lequel vous allez de toute façon retrouver toutes les informations et le replay reste visible sans aucun problème. Les ateliers sont conçus pour être aussi interactifs que la conférence de ce soir et donc il y a 2 options possibles selon que vous souhaitez ou non pouvoir télécharger la vidéo et la version MP3 juste audio de l'atelier ou si vous n'en avez pas besoin. Donc, si vous souhaitez pouvoir télécharger les 3 ateliers, les tarifs sont de 127 € ou bien si vous souhaitez payer en 2 fois, ça sera 2 fois 63,50 € ou si vous préférez payer en 3 fois, ça sera 3 fois 42,34 € si c'est précis. Si vous n'avez pas besoin de les télécharger
télécharger. Les tarifs sont de 97 € si vous payez en une fois, 2 fois 48,50 € ou 3 fois 32,34 €. Une fois que vous avez acheté l'atelier, vous recevrez un mail. N'oubliez pas d'aller regarder dans vos spams si vous ne le trouvez pas au premier abord. Vous recevrez un mail qui vous donnera accès justement sur votre espace abonné aux liens vous permettront d'aller accéder aux ateliers. Donc voilà. Vous trouverez aussi dans votre espace abonné un petit exercice préparatoire que Charlotte souhaite nous proposer de manière à ce qu'on soit aussi près que possible, si on le souhaite, si on le sent, à profiter justement des exercices qu'elle va nous proposer. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là, Charlotte? D'accord. Oui, alors c'est une option. C'est vraiment si vous le souhaitez. Je pars du principe qu'à partir du moment où on décide de se faire accompagner, ou qu'on décide, qu'on s'inscrit à une conférence, ou qu'on s'inscrit à un atelier, déjà là, il y a une intention très forte et qui manifeste une énergie, un besoin, une envie de transformation. Donc déjà, si vous vous inscrivez à l'atelier, pour ceux qui le feront, déjà dans l'énergie, il y a quelque chose qui va se passer, et observez ce qui se passe autour de vous. À mon avis, il peut se passer des choses. Ensuite, c'est une proposition. Si vous voulez vous préparer pour que l'atelier soit le plus puissant possible pour vous, c'est avant de le faire, de pétrir l'archétype, de pétrir vos blessures. C'est ce que j'appelle la phase de faire la lumière sur l'ombre. Oser regarder en face ce qui nous provoque de la souffrance. D'abord, ça va le démythifier. Ensuite, vous allez voir tous les fils, etc. Il peut y avoir des petits eureka et déjà, ça peut commencer à l'alléger. Parce que ce qui nous pèse, en fait, c'est si vous vous souvenez de vos cours de sciences physiques, quand il y a quelque chose qui arrive et qu'on opère une résistance, ça lui donne corps. Hein, c'est le symbole de la boxe dans la philosophie occidentale. Hein, on se boxe. Hein, du coup, ça fait des bobos et on se heurte. Hein. Si on est un peu plus à la philosophie orientale, vous savez, le kung-fu, eh ben, ils vont accueillir l'énergie adverse, et on va en faire une force. Et donc, le fait d'accueillir, ben, ça crée pas de résistance. On accueille et on le transforme en puissance. C'est aussi ça, la puissance de l'approche chinoise et alchimique. C'est que tout ce qui vient, que ce soit agréable ou désagréable, on va en faire une force et une puissance. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pas fuir nos bobos, comme c'est un peu culturel, hein. Ce qui est pas beau, ce qui nous fait mal, on a tendance à l'occulter, le fuir, le combattre, etc., etc. Voilà. Sinon, j'ai vu quelques questions. On peut peut-être passer à une phase de questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient très corrélées aux ateliers. Par exemple, la question de Geneviève sur le viol et l'inceste. Je ne vais pas y répondre maintenant parce que je peux pas y répondre en 2 secondes et qu'on va pétrir ça, mais dans toutes ses largeurs, entre autres, notamment pendant l'atelier sur le féminin bafoué. Mais oui, il y a un côté, tout a un côté lumineux. Hein, c'est le côté lumineux de la force. C'est comme tout, hein, ça nous met en quête hein, quand on est victime de viol ou d'inceste. On va pas avoir le mauvais karma et les gros salopards. On va voir, ok, il y a ça. Qu'est-ce que l'esprit qui s'est incarné là a voulu déployer dans sa vie sur Terre en passant à travers ce prisme-là? Ouais, il y a Anya aussi qui posait une question qui, je pense, est liée au féminin bafoué, mais je peux me tromper, qui demande quelle symbolique peut être associée à l'impossibilité de tomber enceinte. Ah, ça serait vraiment abusé si je donnais une recette comme ça tout de suite. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être lié à la mise à distance de l'enfant, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais ça peut être aussi à la notion d'intrusion, où il y a quelque chose en soi qui donne pas accès à se laisser, pardon de l'expression, mais se laisser pénétrer par quelque chose et avoir un intrus à l'intérieur de soi. Vous voyez à quoi je peux faire référence, hein. Ça peut être en lien avec une blessure sexuelle, mais pas forcément. C'est pas forcément ça. S'il y a eu des ingérences et des intrusions qui ont été préjudiciables, ça peut être une des raisons. Donc on pourra, comme on est très dans le féminin, on pourra traiter ça aussi un peu plus en détail
dans l'atelier sur le féminin. Et sur l'enfant qu'on met à distance aussi. Hein. Tania qui sera sûrement des nôtres du coup, durant les prochains mercredis et mardis pour les ateliers. En début de conférence, 2 questions qui se sont suivies sur la manière de guérir une blessure. Accepter sa présence, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui vont être particulièrement les plus régulièrement? Donc 2 questions, ça va être le fait de conscientiser et d'accepter permet de la guérir, est-ce que ça suffit ou pas? Et l'autre question, c'est une fois que j'ai repéré ma blessure, comment est-ce que je peux commencer à la transmuter? Alors, la première étape, on ne prendra pas tous les détails de toute façon parce que chaque cas est unique, mais... Alors, je ne veux pas dire de vérité absolue parce que ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais pour moi, c'est une condition nécessaire, l'accueil de la blessure. Parce que si on la fuit, de toute façon, elle nous reviendra dans la figure d'une manière ou d'une autre. J'aime bien prendre l'exemple j'aime bien les exemples métaphoriques, j'en utilise beaucoup. Si vous avez une blessure, elle va se réveiller régulièrement à vous tant que vous l'avez pas accueillie. Un peu comme un enfant. Imaginons que vous êtes en train de discuter avec une amie et qu'il y a votre enfant là qui veut quelque chose et que vous ne le calculez pas, vous faites pas attention à lui, vous faites autre chose. À ce moment-là, il va devenir de plus en plus capricieux parce qu'il a une demande à formuler. Il a un besoin d'être écouté, entendu. Si vous le faites pas, il va hurler, il va faire un vrai gros caprice. Mais si vous lui dites, mon chéri, je sais que t'es là, je t'entends. Là, tout de suite, je peux pas m'occuper de toi, mais je promis, je vais faire quelque chose. Ben déjà, logiquement, ça devrait se calmer un petit peu. Hein. Bon, donc les blessures, c'est pareil. Donc la première chose, c'est de les regarder en face, oser les voir. Et on a des miroirs pour ça partout. Donc normalement, pour voir les miroirs, on a toujours besoin. Enfin, toujours. On peut avoir besoin d'un coach ou d'une thérapeute. Il m'arrive ça, je comprends pas, je vois pas ce que ça veut dire, etc. Pour avoir une vision d'ensemble et une vision un peu extérieure, ce que ça sous-entend qu'on peut avoir comme blessure. Et une fois qu'on a identifié la blessure, c'est, oui, vous avez raison, une condition nécessaire. Elle n'est pas toujours suffisante, puisque justement, le but, c'est de voir la blessure comme étant une opportunité de transmutation. Donc, ce que je propose, moi, c'est en partie un travail d'enquête. C'est quoi que je dois changer dans ma vie qui doit utiliser la polarité positive et opposée de cette blessure. Et donc ça va donner des idées, ça va ouvrir l'écran radar des possibles, ça va commencer à ouvrir des opportunités et des envies et des idées, etc. Et après, il peut y avoir des besoins, comme je l'évoquais tout à l'heure, je propose souvent des actes symboliques ou des rituels pour désactiver, si vous vous souvenez ce que j'ai dit vers la fin de la conférence, pour désactiver l'aspect effrayant, c'est qu'une croyance que c'est effrayant, en fait ça n'est pas, vous avez certainement vécu déjà des choses où on a l'impression de faire un grand pas, qu'il va y avoir une montagne énorme, et puis une fois qu'on y est, ben non, c'est une toute petite colline finalement. Mais on se faisait un monde avant d'y aller parce qu'on a une peur énorme, parce que c'est d'autres zones d'insécurité. Donc en désactivant la peur, pour aller à l'opposé de notre blessure de départ. Et ça, il y a plein de techniques. Hypnose, EMDR, sophrologie, EFT. Je connais plein de gens super qui font ce genre de choses. Il y a aussi de la méditation, de la visualisation, des rituels. Il y a plein de techniques nouvelles en plus. Vous en connaissez certainement. Et pareil pour l'opposé. Donc voilà pour la première question. Je crois que je me souviens plus de la deuxième question. Les 2 questions étaient assez proches en fait. Justement, quelle serait la première étape pour commencer à transcender une blessure? Mais je crois que tu viens d'y répondre en répondant à cette question. Regardez ce qui se passe. Regardez autour de soi. Regardez ce qui vous gêne. C'est les premières questions que je pose dans mes accompagnements. Qu'est-ce qui vous enquiquine? Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? Parce que ça, c'est des indices incroyables. Et on n'est pas obligé d'avoir vécu des drames. Hein. Ça peut être simplement, je déteste quand on me coupe la parole. Ou les gens qui me passent devant au supermarché, évidemment, c'est agréable pour personne. Mais si vraiment ça vous pose un problème surhumain et que ça vous met le cœur en émoi, c'est un indicateur de quelque chose qui est métaphorique par rapport à quelque chose que vous vivez à l'intérieur et qui prend pas sa place, hein, ou lui coupe l'herbe sous le pied.
Ok, merci. Il y a Fa aussi qui demandait, si j'ai bien compris, le protocole que tu proposes est proche du protocole dit du point zéro, qui consiste à ne pas polariser bien-mal afin de transmuter nos programmations et nos croyances. Ouais, oui. Alors, je connais pas cette technique-là, hein, puisque moi, je m'appuie sur du taoïsme, mais c'est pas à dire à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des approches initiatiques de la vie, parce que les approches taoïstes, yin-yang, nous, on a appris, si vous êtes d'obédience judéo-chrétienne, il y a le bien, il y a le mal. Donc le mal, poum, on enlève. Alors déjà, ça fait la moitié qu'on enlève. En fait, c'est évidemment plus subtil. C'est pas qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. C'est que, parce que si on dit ça partout, qu'il n'y a pas de bien, pas de mal, ben ça va être l'anarchie la plus totale et tout le monde va faire n'importe quoi parce que du coup, c'est pas régulé. En fait, c'est plus subtil que ça. On va tout voir en termes d'énergie. Certaines créent de la douleur pour nous créer une dynamique, et c'est cette dynamique-là. Repensez à Lucifer et à Satan, on en a fait des monstres, alors qu'en fait, c'est des petits, la fourche, c'est pour le coup de pied au cul, pour aller sur le bon chemin. Il aiguillonne. C'est bouge de là, t'es pas à ta juste place. Voilà, c'est ça qui fait. Je vais prendre, je fais un peu du yo-yo dans le chat, mais je reviendrai aux questions plus anciennes après, rassurez-vous. Il y a 2 questions plus techniques à propos des ateliers. Donc Fabienne qui demande s'il y a une date limite d'inscription. Non, il n'y en a pas. Nadine aussi a demandé, est-ce que nous recevons une facture? Oui, vous recevez une facture. Donc quand vous avez acheté les ateliers en utilisant soit le gros bouton qui est apparu dans le chat, soit en dessous de votre écran, si vous nous écoutez en replay, dans la description de la vidéo, à ce moment-là, vous recevez donc par mail un lien vous permettant d'accéder à votre espace membre sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Une fois que vous y avez accéder, vous verrez sur la page, vous allez sur le menu de gauche, vous cliquez sur mes achats, vous cliquez sur livraison et à ce moment-là, au centre de la page, vous avez la facture qui apparaît, vous avez les documents nécessaires qui apparaissent aussi et vous aurez à ce moment-là, à cet endroit-là, les liens qui vous permettront d'accéder à la vidéo le jour J, parce que pour le moment, évidemment, elle n'est pas encore disponible. Voilà, ça c'était pour des questions plus techniques. Je retourne à une question un petit peu plus ancienne qui m'a été posée à propos, donc c'est Isabelle qui demandait, est-ce que les clés de décodage que tu proposes fonctionnent aussi sur les mémoires transgénérationnelles? Est-ce que ça va forcément être les mêmes que des blessures d'enfance ou pas? Si, comme le disait Tesla, si on raisonne en termes d'énergie, si quelque chose nous a été transmis par une arrière-grand-mère, par l'intermédiaire de la lignée des femmes, mais ça peut être une arrière-grand-mère masculine, je veux dire de la lignée masculine, ça va dans les cellules de la maman, et donc on s'imprègne de ça. Et donc, de toute façon, ça va d'ores et déjà créer une résonance énergétique, alors même qu'on est dans l'embryon et on va attirer à soi dans l'embryon de notre mère quelque chose, ou quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc oui, j'évoquais même tout à l'heure, alors je le fais pas parce que c'est pas ma partie, mais on peut très bien imaginer que si j'ai été moi-même dans une vie antérieure, pour ceux qui aiment penser que c'est possible, et c'est vrai que ça expliquerait beaucoup de choses sur le fonctionnement de la planète, mais donc c'est une théorie très envisageable. Si j'ai été un bourreau sanguinaire et violeur dans une vie antérieure, je vais attirer à moi cette énergie bourreau, sanguinaire et violeur, quelle que soit la forme que ça prend dans ma nouvelle vie, que ce soit d'un autre karma ou que ce soit un oncle sur une de mes arrière-grand-mères, c'est la même chose, c'est la même énergie. Et donc je m'imprégner de ça, et donc il y a fort à parier que à mon tour, je vais être victime d'un bourreau violeur, et comme ça j'aurais expérimenté les 2 côtés de la dualité dans l'expérience du grand tout de la matière. On le dit en rigolant, c'est évidemment des choses qui sont terribles et pas drôles du tout au moment où on les vit, mais comme on le verra sur l'atelier du féminin, je suis toujours très émue quand je parle de ça, parce que j'ai envie de dire un grand merci à toutes ces âmes qui se sont incarnées
en ayant vécu des traumas dans leur sexualité féminine, dans leur enfance ou dans leur adolescence, parce que c'est un choix d'âme. C'est vraiment un choix d'âme très généreux pour mieux œuvrer à la réémergence des valeurs féminines qui manquent cruellement sur notre société. Donc on a besoin de beaucoup de guerrières de lumière qui sont là pour travailler dans ce sens, comme autant de colibris. Et pour ça, il faut le désirer éperdument. Vous vous souvenez ce qui se passe quand on veut, on veut expérimenter quelque chose. Pour le désirer éperdument, ça veut dire qu'on en a été bridé ou qu'on a vécu exactement le contraire. Donc ça veut dire que dès le début de sa vie, on vit des choses comme ça, très douloureuses, mais pour mieux nous donner cette énergie, cet élan pour œuvrer dans la lumière sur ce volet-là. Merci pour ce retour. Je prends ensuite la question d'Hélène qui demande si tu utilises des thérapies esséniennes dans ton approche. Alors, j'ai investigué à 360 degrés sur la planète. Il y a des trous dans la raquette. Je ne peux pas être experte de tout. Je m'en suis souvent voulu parce que j'ai beaucoup butiné. D'ailleurs, mon symbole, c'est le papillon. J'ai beaucoup butiné dans ma quête. Hein. C'est quoi la vie, le sens de la vie? Donc, j'ai papillonné dans beaucoup de directions et je m'en voulais. J'avais l'impression de ne pas manquer quelque part. Et après, j'ai fait un brassage de justement toute ma récolte pour en tirer ce que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai créé et pour lesquels j'ai été très guidée. Je connais de nom les thérapies esséniennes. Je n'en ai jamais bénéficié et je serais intéressée pour en savoir davantage. Alors j'irai voir tout à l'heure, d'autant qu'il y a une synchronicité parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc j'aime bien, hein, on parle de choses 2 fois dans la journée, à mon avis. Je vais me le noter tout de suite. Merci beaucoup, Hélène. Si vous-même vous êtes thérapeute dans ce domaine-là, peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant pour guérir des blessures. Certainement, en tout cas, ça serait très complémentaire à ma pratique. Je connaissais pas non plus, mais j'aime bien ton retour. Il y a pas de hasard. Je trouve ça vraiment génial. Je l'ai noté. Je vais vraiment aller voir tout à l'heure. Merci. Génial. J'ai énormément de témoignages aussi. Plus des témoignages que des questions. Difficile de vivre l'éloignement par rapport à des enfants ou des petits-enfants à l'étranger. Du mal à supporter l'éloignement de la famille. Je continue de descendre. Un accueil des événements qui est pas facile. Beaucoup de remerciements aussi que tu reçois, Charlotte. Un grand merci pour ce remarquable partage à suivre pour un bout de chemin avec vous. Un merci infini, chère Charlotte, conférence de qualité. Ouais. Énormément de gratitude et énormément d'éclairage dans ce que tu nous as apporté ce soir. C'est vraiment chouette. Geneviève, à qui tu as déjà répondu. Beaucoup de lumière aussi qui est apparue quand tu as proposé aux auditeurs de témoigner de l'aspect positif de leurs blessures d'abandon. Il y a Brigitte qui dit « Je n'aime pas que des personnes soient écartées et mises de côté. Je vais toujours les inviter à se rejoindre au groupe. » Sophie qui dit « J'adore les vieux objets, les maisons anciennes. » Sarah qui a pris conscience d'une double blessure d'abandon justement transgénérationnel entre ce que sa mère a vécu et ce que elle a vécu ensuite. Une Catherine qui fait de l'aide au deuil parce qu'elle a justement vécu cette blessure-là. Pouvoir s'abandonner à la rêverie, s'abandonner aux autres, être persévérant. C'est génial de vous lire, vraiment, j'adore. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai horreur de laisser les gens au bord de la route, nous dit Sophie. Je pleure et je suis bouleversée devant les démarches de solidarité. C'est vraiment chouette. Vraiment, c'est beaucoup de gens qui ont réalisé plein de choses. Sylvie qui te remercie de cette conférence extrêmement intéressante. Il n'y a pas de hasard. Oui, tout à fait, Nadia, il n'y a pas de hasard. On est bien d'accord. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de vos questions. Je veux vous remercier parce que quelque part, c'est un désir d'âme qui vous a conduit, que c'est un ou quelques mots que j'ai pu prononcer, votre âme a eu envie d'aller les chercher. Donc c'est surtout vous qu'il faut remercier d'avoir rassemblé les ingrédients pour que les choses puissent se faire pour vous pour ce soir. Ouais. La gratitude qu'on a vis-à-vis de soi-même, elle est
très importante. Et quand on a de la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, ce sentiment que je voulais raconter tout à l'heure, le sentiment de gratitude, quoi qu'il se passe, si on s'abandonne à tout ce qui vient, le sentiment de gratitude, réellement, il n'est pas là, le sentiment de gratitude, il est là. C'est un des plus puissants qui soit. Et si on rayonne la gratitude, on va recevoir la gratitude. Et si on reçoit la gratitude, ça sous-entend qu'on est valorisé. Je n'ai pas pris cet exemple-là de la dévalorisation parce que c'est tellement présent aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont dévalorisés, y compris qui n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre ou qu'on dévalorise ou qui se dévalorisent, etc. Donc, ça fera sans doute aussi partie des thèmes qu'on traitera un jour. Parce que si on se dévalorise, si on n'a pas de gratitude vis-à-vis de qui on est, eh ben on sera dévalorisé par l'externe. Et l'externe, c'est les autres, mais c'est aussi l'argent, qui est une énergie juste magnifique qu'on a pu polariser négativement. Et donc, si on a polarisé négativement l'argent, eh ben on va le mettre à distance aussi. Et donc, on peut travailler sur ce sujet aussi. Enfin, tous les sujets qu'on a vus, on pourra peut-être en refaire ensemble des ateliers, parce que alors déjà, il y en a au moins 10. J'ai pris ces 3-là parce que j'ai vu dans les accompagnements que je fais et par rapport à des demandes que j'ai, si déjà on guérit ces 3-là, déjà c'est top. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Les thématiques que tu proposes, ça me parle vraiment beaucoup. J'ai envie de nous laisser sur ces propositions de gratitude envers soi-même et envers les autres, parce que ça me touche beaucoup aussi, ce que tu partages là, et ça vibre beaucoup pour moi. Je voudrais te remercier, Charlotte, parce que vraiment, je me suis régalée à t'écouter ce soir et à t'accompagner sur cette conférence. C'était vraiment génial. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir répondu, d'avoir posé toutes vos questions. J'espère sincèrement vous retrouver dans quelques jours pour les ateliers. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Belle soirée à chacun et bon accueil de vos enfants intérieurs et de vous-même. Bonsoir, merci. À bientôt peut-être. Au revoir.